50 Cent déteste Diddy. Si vous ne le savez pas, c'est que vous vivez probablement sous une pierre. Ce dernier mois, alors que les médias se sont emparés de l'histoire de ses abus, c'est toute la vie de Diddy qui a été remise en question. Plus précisément, les mauvais traitements qu'il a infligés à Cassie ont mis en péril tout ce qu'il avait construit. Mais alors que Diddy pensait que la situation ne pouvait pas être pire, son ennemi juré a rejoint le navire. 50 Cent a pris sur lui de dénoncer Diddy pour avoir abusé de Cassie et de tous ceux qui ont eu la malchance de croiser le chemin de Brother Love. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer à quel point 50 a creusé le trou pour Diddy, le cas de Cassie contre le mania des médias déchus et pourquoi 50 déteste tant Brother Love. Plongeons dans le vif du sujet. La plus grande erreur de Cassie. Si vous ne connaissez pas cette séquence que 50 Cent a partagée sur son IG, il s'agit de Cassie se cachant sous la couverture, effrayée par Diddy. À ce moment-là, l'homme abusait d'elle depuis des années et ce sont les derniers instants avant qu'elle ne décide qu'elle en avait assez. Mais pourquoi 50 personnes le partageraient-elles? Pourquoi s'enfoncer dans une affaire qui n'a rien à voir avec lui? Ou peut-être ne posons-nous pas la question correctement. Peut-être devrions-nous plutôt nous demander ce que 50 a à y gagner. Nous y reviendrons dans une seconde, parce que parler de 50 ans sans parler de l'allégation de Diddy va rendre cette vidéo vraiment confuse. Le bruit court depuis longtemps que la sexualité de Diddy oscille dans les deux sens, et qu'avec les nouveaux artistes, ils voulaient toujours se mettre dans leurs pantalons avant de leur offrir quoi que ce soit. Fait amusant, la même histoire raconte que c'était le cas de Diddy et de 50, et qu'il a essayé de s'amuser avec 50 au début de sa carrière, qu'il a essayé de l'emmener faire du shopping. C'est drôle parce que ce sont les mêmes circonstances qui ont conduit Diddy à rencontrer Cassie. Et si 50 avait les moyens et le courage de se tenir à l'écart de Diddy dès cette rencontre suspecte, Cassie n'avait ni les uns ni les autres. Elle n'était pas de la rue. C'était une petite fille du Connecticut qui rêvait de devenir une star. Elle avait 19 ans lorsqu'elle est arrivée à New York. Son contact avec Diddy est le résultat direct d'un premier contact avec le producteur Ryan Leslie. En fait, Ryan était son petit ami à l'époque. Ils ont créé la chanson Me and You qui a été publiée sur sa page MySpace. Finalement, elle a été mise en contact avec Diddy qui s'est intéressé à elle et a décidé de la prendre sous son aile, notamment en la signant avec Bad Boy Records. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas si propre que ça. Diddy s'est montré manipulateur dès le début, de manière à forcer indirectement Cassie à se plier à ses exigences et à ses souhaits. La vérité, c'est que lorsque Diddy a décidé de signer avec Cassie, il lui a offert un contrat sans précédent pour 10 albums. C'est fou quand on sait qu'à l'époque, Cassie n'avait pas encore fait ses preuves. Elle savait à peine chanter, elle n'avait aucune présence sur scène et elle n'était pas particulièrement une brillante compositrice. Elle n'avait même pas sorti de single. La seule chose que Cassie avait pour elle était ses talents de danseuse et son apparence. Et pour être tout à fait franc, la femme était plus fine qu'elle ne savait danser. Cette offre était donc une occasion unique qu'elle savait ne pas mériter et qu'elle pensait probablement ne pas devoir laisser passer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'agissait d'une carotte que Diddy suspendait devant elle, car il avait des intentions diaboliques à l'égard de la jeune femme. Il la voulait, il l'a convoitée et a décidé de la bombarder d'amour avec un contrat d'enregistrement irréaliste et de l'attention. À ce moment-là, elle n'était rien de plus qu'un objet qu'il voulait posséder. Et avant que vous ne vous en preniez à Cassie pour défendre Diddy, n'oubliez pas qu'elle n'avait que 19 ans à l'époque. Il est peut-être un adulte au regard de la loi, mais pour la plupart des parents, un jeune de 19 ans reste un enfant. Ce qui rend ce problème encore plus complexe, c'est que Cassie était vraiment seule à New York. Ni ses parents ni sa famille ne l'avaient suivie dans la ville. Il n'y avait donc personne pour la guider. Et si vous demandez « et son petit ami Ryan Leslie ?» je répondrai « et lui ?» L'homme n'était ni aussi riche ni aussi puissant que Diddy, il ne pouvait donc pas lui tenir tête. Diddy a donc pris sa copine. C'est ici que tout a commencé. C'était le début de l'enfer pour Cassie, le début de la plus grosse erreur de Cassie. Avant qu'il ne commence à se faire appeler Brother Love et toute itération du mot Love que l'homme a sorti de son cul depuis l'endémique, Diddy n'était pas différent d'un proxénète. Il avait la promiscuité d'une personne, il parlait comme une personne et il s'occupait de Cassie comme une personne. Après la performance désastreuse de Cassie au BET, où le monde a découvert à quel point elle était nulle sur scène, Diddy a pris sa défense. Mais ce n'était pas vraiment une défense, n'est-ce pas? J'avais l'impression qu'il la grondait en direct. Elle avait l'air anxieux sur scène. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Cette femme n'était pas cuite. Son tout premier album est sorti sous le nom de Bad Boy, et bien que ses chansons aient bien marché, elle a eu des retours de bâton parce que ses performances, en particulier celles de BET, étaient vraiment mauvaises. Alors quand Diddy est venu la défendre, ça ne ressemblait pas à une défense. On aurait dit un proxénète qui cherche des excuses à l'une de ses filles. C'est fou ce que je dis parce qu'à l'époque, Diddy était sur son coup, l'homme voulait coucher avec elle, et c'est pour cela qu'il la favorisait autant. Cassie dit qu'elle voulait rester professionnelle. Mais en même temps, elle avait peur de rater l'occasion en or d'une carrière que Diddy lui avait promise. C'est le même genre d'occasion en or qui a poussé Diddy à lancer cette émission de talent maudite, Making the Band. En fin de compte, il n'y a pas eu de groupe, même s'il y avait manifestement du talent parmi les filles dont Diddy a abusé mentalement. La vérité est et a toujours été que la seule star que Diddy peut supporter d'avoir dans son cercle intime, c'est lui-même.
Quelqu'un pensait-il vraiment qu'il allait faire de Cassie une star? Carl Thomas, Maze, Shine, Faith ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des superstars que Diddy a gaspillé depuis les années 90. Mais au moins, tout ce qu'il a fait avec eux, c'est gâcher leur carrière. C'est grave. Mais ils pourront toujours recoller les morceaux de ce qui reste. Avec Cassie, Diddy était sur le point de gâcher sa vie. Comme je l'ai déjà dit, Diddy a réussi à écarter Ryan Leslie de l'affaire d'une manière ou d'une autre. Soit par des menaces, soit par une autre forme de tactique d'intimidation propre à sa marque. Quoi qu'il en soit, Cassie était main dans la main avec Ryan dans les rues de Manhattan. Et l'instant d'après, elle se trouvait dans le penthouse de Diddy. Diddy avait 37 ans à l'époque. Un homme de 37 ans qui s'en prend à une jeune fille de 19 ans. Personne ne pouvait comprendre comment ou ce qu'il voulait. Ou peut-être faisait-il semblant de l'être, car ce qu'il voulait était clair. Il voulait la contrôler. Diddy voulait posséder et contrôler Cassie. Et c'est ce qu'il a fait. D'abord avec l'argent, Diddy est millionnaire depuis l'âge de 19 ans. Et il organisait des soirées depuis plus longtemps. Vous pouvez parier que l'homme sait comment utiliser l'argent pour manipuler et contrôler les gens. Avec Cassie, c'était beaucoup plus facile. Elle voulait quelque chose qu'il avait le pouvoir de lui donner. Une carrière réussie. Et elle voulait quelque chose qu'il voulait, sa vie entière. Ce n'est en aucun cas un échange équitable. Mais je ne blâme pas la femme. La personne que je blâme est Diddy, qui, à l'époque, était avec une autre femme qu'il maltraitait, Kim Porter. La mère de son enfant et une femme qu'il avait fini par posséder et contrôler au cours des années qui ont précédé. Cassie était sur le point de devenir une autre Kim, et la situation était sur le point de devenir très très moche. Les relations abusives. Ce discours prononcé lors de la remise du BET Lifetime Achievement Award de Diddy doit être considéré comme l'un des plus grands moments de méchanceté de l'histoire. L'homme remerciait Cassie, qu'il avait quittée à l'époque, et qui était maintenant mariée à quelqu'un qui s'intéressait vraiment à elle. Diddy l'a appelée sur scène pour la remercier. Et pourquoi faire exactement? Il faut dire qu'à l'époque, Diddy était avec Young Miami et qu'il n'avait aucune raison d'appeler Cassie. En fait, beaucoup diraient que c'était carrément un manque de respect étant donné qu'il n'a pas mentionné Kim Porter ou le nom de Miami sur cette scène. Alors, encore une fois, pourquoi a-t-il fait cela? Une fois de plus, et comme je l'ai déjà dit, c'est simple, le contrôle. Et c'est après que Cassie lui ait échappé. Imaginez donc les atrocités qu'il a infligées à cette femme lorsqu'elle était avec lui. Eh bien, vous n'avez pas à le faire parce que nous avons le temps et j'ai tous les détails ici. Revenons à 2007. À l'époque, Cassie était encore avec Ryan. Et c'était la première fois qu'elle voyait à quel point Diddy était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait, qui il voulait. À l'époque, Diddy avait payé un promoteur pour créer un faux concert à Miami afin d'éloigner Cassie de son petit ami et de lui permettre de passer du temps avec lui. Cassie est ennuyée, mais Diddy était persistant. Et comme je l'ai déjà dit, sa carrière était en jeu. Si elle prenait la mauvaise décision, elle disparaissait. Diddy a fini par lui offrir un appartement à Manhattan, ce qui peut être considéré comme un beau geste, mais cet appartement était situé à quelques pas de sa résidence new-yorkaise. Une autre manœuvre de contrôle. L'homme voulait avoir les yeux sur elle à tout moment. Mais il a été encore plus diabolique en faisant venir ses parents pour qu'ils visitent l'appartement avec elle. Savaient-ils ce que cela signifiait? Ont-ils vu les signes d'un homme contrôlant qui essayait littéralement de leur acheter leur fille? La situation n'est pas claire et nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives à partir de rien. Ce serait un manque de respect. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que Diddy jouait un jeu de manipulation et qu'il arrivait à ses fins parce que les parents de Cassie étaient satisfaits et probablement assez impressionnés pour donner leur bénédiction à tout cela. Un homme de 37 ans et une jeune fille de 19 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez tous, mais ce n'est pas très différent de l'incident entre Kimora Lee et Russell Simmons, où Kimora n'avait que 17 ans et Russell 35. Et ses parents l'ont pratiquement abandonné à lui. Il y a une conversation à avoir sur la nature de tout cela, sur le fait que les parents donnent leur fille à des hommes puissants juste parce que... Et c'est eux, tout en sachant qu'un homme aussi mûr sans femme n'est probablement pas le plus sain pour l'avenir de votre fille. Mais bon, il a les groupes, n'est-ce pas? La suite n'est pas très surprenante. Diddy est passé d'une attitude manipulatrice à une attitude exigeante, abusive et violente à l'égard de Cassie. À partir de là, la situation va se dégrader. Il y a eu beaucoup d'incidents. Nombre d'entre eux sont décrits dans le procès qu'elle a intenté à Diddy et qui s'est soldé par un accord de 30 millions d'euros. Mais je vais en citer quelques-uns. L'un des premiers incidents s'est produit dans un club et c'est le jeune Jock qui l'a raconté à Vlad. Jock dit que Diddy a vu au hasard une femme blanche avec les cheveux rasés sur le côté. Et Diddy a dit à Cassie qu'il voulait qu'elle fasse la même chose. Il lui a dit « Yo Cassie, demain, je veux que tu te rases le côté de la tête. » Cela semblait être une demande folle pour Jock, et quand il a demandé à Cassie si elle allait vraiment le faire, la chanteuse a répondu « Tout ce que Sean veut ». Mais ce n'était que la surface, car en coulisses, Diddy la droguait. Avant Diddy, elle n'avait jamais pris de pilule. Et elle ne serait pas la première femme que Diddy aurait droguée. Très récemment, une femme nommée Joa Dickerson Neal a affirmé que Diddy l'avait non seulement droguée en 1991, mais qu'il l'avait également agressée.
Elle a déclaré qu'elle avait eu un rendez-vous avec lui, qu'il avait corsé quelque chose qu'elle avait pris et qu'il l'avait ensuite conduite au studio de musique où elle ne pouvait plus marcher. C'est après cela qu'il l'a agressée. Mais la situation a empiré car il avait également filmé l'agression. Et il avait envoyé la sextape de 2 à certains de ses amis. Elle le sait parce que Devante Swing, membre du groupe de R&B Jodeci, le lui a dit. Dickerson n'a pas pu parler à la police parce qu'elle avait honte et ne voulait pas perdre un contrat d'enregistrement que Diddy lui avait promis. Elle a fini par abandonner l'université parce qu'elle avait commencé à fantasmer sur sa propre mort. Vous vous souvenez tous de cette publicité de 3 heures du matin? La publicité très sexuelle pour une eau de Cologne qui n'était en fait qu'une sextape mettant en scène Cassie et Diddy en 2015. C'est celui que nous avons pu voir. Et tandis que Diddy, dans sa psyché tordue, montrait Cassie se mettre à nu pour le monde entier, il avait des enregistrements plus accablants qu'il utilisait pour la maintenir dans une relation avec laquelle elle ne voulait plus rien avoir à faire. Lorsqu'elle a fait cette annonce à 3 heures du matin, Cassie était son esclave sexuelle et rien d'autre. Cassie s'est engouffrée dans sa relation avec Diddy par peur et par complaisance. Le fait qu'elle soit constamment sous l'emprise de la drogue a eu raison d'elle. Et pour rendre sa vie encore plus infernale, elle était constamment surveillée par son équipe. Vous voulez détruire quelqu'un, le dépouiller de sa dignité et le faire pendant qu'il est encore jeune. C'est ce que Diddy a fait à Cassie, mais ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez que j'ai dit que Diddy n'était pas mieux qu'un proxénète? Dans le procès, Cassie raconte les innombrables fois où Diddy l'a battue et l'a obligée à séjourner dans des hôtels ou des appartements pour que les bleus guérissent avant qu'elle ne sorte à nouveau dans le monde. Elle a même évoqué un cas où, après avoir fait la fête avec Jay-Z, Diddy est entré dans une colère noire et l'a frappé et piétiné à plusieurs reprises dans une escalade, jusqu'à ce qu'elle en pleure. La vérité, c'est qu'il était jaloux. Lorsqu'ils allaient à des fêtes, si elle ne restait pas seule ou à ses côtés, il la battait à mort lorsqu'il rentrait à la maison. Il y a même eu un incident, alors que sa carrière était sur le déclin, où elle a décidé de parler à un manager de musique pour l'aider à faire avancer sa carrière. Diddy l'a découvert, et il l'a tellement battu dans le véhicule cette nuit-là que le garde du corps de Diddy a dû intervenir. Et c'était une première, car la plupart du temps, lorsque Diddy exerçait sa violence sur Cassie, son équipe détournait le regard. Ils ne parlèrent pas, n'intervenaient pas et ne la défendèrent pas. Et c'est parce que tout le monde dans le cercle de Diddy était un béni oui-oui. Ils ont tous fait ce pourquoi Diddy les a payés et rien d'autre. Ils ont vu les abus de première main et n'ont rien dit. Ils savaient. Cassie n'était pas la première et elle ne serait pas la dernière. C'était la vie de Kim Porter bien avant que Cassie n'entre en scène. L'histoire raconte que Diddy aurait découvert que Kim Porter le trompait avec l'ancien vice-président de Def Jam, Shakir Stewart. Diddy a emmené Kim à ce qu'elle croyait être une escapade romantique sur un yacht. Mais il s'est avéré que c'était un coup monté, car dès qu'ils se sont retrouvés seuls au milieu de nulle part, Diddy l'a battu jusqu'au sang. La situation était si grave qu'il lui a cassé le nez. Il a ensuite fait venir un chirurgien plasticien pour reconstruire son nez et s'est assuré qu'elle avait bien cicatrisé avant d'être vue en public. Toute image de Kim Porter avec un pansement sur le nez en témoigne. Et même si je ne pense pas qu'il y ait une personne saine d'esprit qui puisse blâmer Kim pour l'incident, permettez-moi de dire pour mémoire que Diddy l'avait vidé de sa vie à ce moment-là. Son aventure avec Shakir a été rendue nécessaire par le comportement profondément manipulateur de ce dernier. Et vous connaissez Diddy? Il a jeté une chaise sur Shakir à un moment donné, avance rapide, et Shakir finit par mourir d'une blessure par balle qu'il s'est lui-même infligée. Mais nous n'en avons pas encore fini avec la débâcle de Cassie. Dans le procès, Cassie déclare également que Diddy l'a forcé à coucher avec des prostituées masculins pendant qu'il se masturbait devant eux. Elle a également déclaré qu'elle avait été chargée de trouver ces prostituées et qu'il l'avait droguée au moment où elle s'apprêtait à passer à l'acte avant de la filmer avec les prostituées. Oui, il était malade. Et c'est avec ces cassettes que Diddy retenait Cassie captive chaque fois qu'elle essayait de partir. Je le répète pour ceux qui sont à l'arrière, l'homme avait transformé la femme de 19 ans du Connecticut aux yeux brillants en une esclave sexuelle qui n'existait que pour son plaisir. En plus de tout cela, Diddy veillait à que tout ce qui concernait la vie de la jeune femme, jusqu'à ses visites chez le médecin et ses dossiers médicaux, lui soit envoyé par courrier électronique. Il surveillait tout, voyait tout et veillait à que rien dans la vie de la jeune femme n'échappe à son regard. Elle a vécu un enfer pendant 10 ans, marchant sur des œufs autour de lui et espérant qu'il se désintéresse d'elle à un moment donné afin qu'elle puisse échapper au piège de la vie qu'il lui avait tendu, parce qu'elle savait que c'était la seule façon de lui échapper. Il fallait qu'il en finisse avec elle. L'occasion s'est présentée. Elle l'a finalement quitté pour son entraîneur personnel qui, au fil des ans, l'avait aidé à surmonter son traumatisme, l'avait soutenu et l'avait aidé à se libérer de l'emprise de Diddy. Mais Diddy a demandé à la voir, et elle l'a invité chez elle, refusant d'aller chez lui. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, Cassie affirme que Diddy l'a forcé et l'a agressé. Ce n'est pas très différent de ce qu'il a fait à Kim. Et la seule raison pour laquelle il a pu s'en tirer pendant si longtemps est qu'il était riche, protégé, qu'il avait beaucoup de relations et que, par conséquent, il était devenu intouchable. Mais tout cela touche à sa fin.
Et cela n'a pas grand-chose à voir avec le procès de Cassie, mais plutôt avec la vendetta de 50 Cent contre lui. 50 a le pied sur le cou de Diddy, et il a doublé la pression avec chaque nouvelle accablante que la presse a publiée sur Brother Love. Mais bon, il n'y a pas de perte d'amour. La vérité, c'est que 50 n'a jamais baisé avec Diddy, et il sera le premier à vous dire que leur situation actuelle n'est qu'une opportunité pour le business. Quel type d'entreprise, me direz-vous? Vous êtes sur le point de le découvrir. On ne plaisante pas avec 50. Instagram est en feu depuis que Cassie a abandonné les poursuites judiciaires. Et l'homme qui attise la célébrité n'est autre que 50 Cent. Et j'ai entendu beaucoup de théories, beaucoup de vidéos qui disent que 50 essaie de faire tomber Diddy à cause d'un incident de shopping au début des années 2000. Demi-droit. 50 essaie de le faire tomber, c'est vrai. Mais cela n'a rien à voir avec l'incident des courses. Rick Ross n'a pas tenté d'incident de shopping sur 50 avant qu'il ne s'en prenne à lui. Madonna est une autre victime sur la liste de 50, Fat Joe et quelques autres. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie que 50 ne ferait pas transpirer, et Diddy n'est pas différent. En fait, il fait couler le sang depuis son deuxième album, The Massacre. Sur un morceau intitulé The Bomb, 50 Cent s'en prend à Diddy, l'accusant d'être responsable de la mort de Biggie et d'être un gangsta de studio. Il a même remis en question l'authenticité de l'homme dans l'industrie. 50 Cent a déclaré la guerre à Diddy depuis longtemps. Et sur un autre front, qui n'a pas grand-chose à voir avec le shopping, 50 Cent a déclaré la guerre à Diddy depuis longtemps. Diddy n'a jamais été du genre à répondre à 50. En fait, lorsqu'il s'est exprimé, il a rejeté les accusations, les qualifiant de sans fondement et affirmant que 50 Cent essayait simplement de faire parler de lui pour les albums qu'il essayait de sortir à l'époque. C'est vrai. En fait, c'est toute la vérité. Parce que 50 ne se préoccupe plus des albums. Ce qui l'intéresse, c'est de gravir les échelons pour devenir un magnat des médias. Et c'est ce que Diddy est depuis longtemps. Tout ce drame, toute cette folie est en fait une manœuvre de 50 pour enlever ce titre à Diddy et se couronner lui-même roi. On dit qu'il ne faut pas battre un homme à terre. Eh bien, 50 n'a jamais entendu cela. Et s'il l'a entendu, il ne l'a manifestement pas suivi. 50 Cent veut mettre la main sur Revolt. Les gens pensaient qu'il plaisantait lorsqu'il a posté ce message sur son gram, demandant à Diddy de lui vendre Revolt. Mais je suis ici pour vous dire de vous réveiller parce que c'est réel. L'homme peut plaisanter sur beaucoup de choses, mais il ne plaisante pas avec ses affaires, même lorsqu'il joue. Mais alors pourquoi 50 s'en prend-il aux sponsors de la société de Diddy? Pourquoi a-t-il fait pression sur eux pour que Cadillac et AT&T se retirent? Encore une fois, c'est simple. Il s'agit d'une tactique de dévaluation rudimentaire mais efficace qui verrait Revolt baisser de prix et devenir très bon marché lorsque 50 personnes décideront de l'acheter, si Diddy décide de le vendre. 50 Cent tire actuellement partie de sa célébrité, de sa popularité, de son statut non seulement d'OG du hip-hop, mais aussi de poids lourd de la culture pop pour écraser Diddy. C'est pourquoi un jour ouvrable sur deux, un billet est consacré à l'amour fraternel. De cette manière, il ne quitte jamais l'actualité. Ainsi, les investisseurs qui sont encore dans son lit en sortiront et fermeront la fermeture éclair. On peut se demander si les Noirs ne devraient pas veiller sur les Noirs. Je vous le dis, pensez-vous que Diddy vous accorderait la même courtoisie si vous le considériez comme tel? 50 lui-même l'a dit. Quiconque soutient Diddy est en route pour nulle part. Vous ne pouvez même pas dire qu'il ment parce que ce n'est rien d'autre que la vérité. Nous en avons déjà parlé plus tôt. En fin de compte, les vraies questions se posent en deux temps. La première étant que Diddy vendra-t-il? Et deuxièmement, à quel moment la cinquantaine s'arrêtera-t-elle? Franchement, je ne pense pas que Diddy vendrait à 50. Le seul scénario où je vois cela se produire est si Diddy se retrouve financièrement mort et que Revolt devient un virus que personne ne veut toucher. Et à ce stade, je pense que même 50 ans ne voudraient pas y toucher non plus. Mais il ne faut jamais dire jamais parce que 50 ans, c'est mesquin. Ce qui nous amène à la réponse à la deuxième question. Le 50e va-t-il bientôt s'arrêter? Lèvera-t-il son pied du cou de Diddy? Je parie que non et non. La vérité, c'est que 50 Cent a toujours détesté Diddy au cours des 2 dernières décennies. Il ne le considère vraiment pas comme un personnage qui devrait encore diriger le show. Et s'il y avait encore un doute, le projet de documentaire de 50 intitulé Surviving Diddy sera sans aucun doute le dernier clou dans le cercueil du magnat des médias. C'est écrit en petits caractères. Si vous avez apprécié cet exposé, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour regarder des mini-documentaires encore plus intéressants comme celui-ci, et je vous dis à bientôt.